Donc pour réaliser l'apparition du mutant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une animation toute prête pour gagner du temps à ce niveau-là. On va la prendre sur Mixamo. Donc c'est une des plateformes intéressantes qui permet donc de prendre une animation et on va la mettre donc cette animation sur un personnage qui est présent aussi dans Mixamo, c'est le mutant ici. Donc on prend tout de Mixamo. On prend donc l'animation d'un personnage qui se relève. Euh, Comme on peut le voir, au début on voit pas grand chose, mais on voit il se relève un peu. On va prendre cette animation qu'on va regarder donc ensemble et on va surtout l'importer donc dans Houdini. Donc on l'exporte de Mixamo en format FBX et on va l'importer donc en faisant File, Import, Filmbox FBX. Donc c'est important de passer par là parce qu'on va pouvoir récupérer la modélisation polygonale avec les matériaux et les shaders directement qu'on pourra faire évoluer éventuellement dans Houdini et surtout le squelette et l'animation directement mis en place. Et on pourra repartir de cette base-là justement pour faire notre apparition de mutant. Et donc du coup, on va retrouver donc ça va créer un dossier alors avec le nom donc de l'animation, là, standing.fbx, standing1.fbx, et à l'intérieur, on va avoir l'arborescence sur laquelle on pourrait revenir travailler euh, de, euh, de la, du squelette ici, et on va avoir donc ici placé le mutant mesh. Ici, on voit sa sélection ici avec les matériaux correspondants. Donc, un node matériaux dans lequel, bon, là, il y a qu'un shader. Et dans mutant mesh, on va avoir donc au départ ici. Après, j'ai rajouté, on va le voir ensemble justement pour la décomposition. On va avoir donc le, le mesh ici avec sa déformation. En fait, on vient jusque-là. Par défaut, quand on l'importe dans Houdini en FBX, on va jusqu'à mutant mesh déforme ici. Donc moi j'ai rajouté le matériau éventuellement pour l'assigner au dernier moment, un node matériel. Des fois c'est pas nécessaire, il y est directement, mais ici je m'assurais de que le node matériel, le matériel ici était bien remis sur le personnage. Et il faut aller jusqu'au mutant mesh déforme, donc dans l'import de FBX, dans ce node-là, pour avoir, comme son nom l'indique, la déformation faite par le squelette. Donc, comme on le voit si on est au-dessus sur matériel, eh bien, on a le personnage qui est en T ici et qui n'est pas lié donc au squelette. Ça nous permet de l'avoir en post-T éventuellement si on a besoin. Et ensuite, donc, il va venir donc réagir aux bonnes déformations. Donc ici on a c'est le node bonne déforme que l'on va donc utiliser, des formes normales et ainsi de suite. Donc ça c'est montré dans un précédent tuto du jeudi. Donc on va repartir donc de mutant mesh déforme. Donc ici on a notre voilà le personnage qui est accroupi ici, il se relève ici et donc on va faire l'apparition au fur et à mesure donc du mutant qui en se relevant apparaît donc au fur et à mesure. Donc à partir de là, on va venir donc très simplement utiliser des nodes de type SOAP. Donc en fait, il n'y a pas de simulation. C'est ça l'avantage, je dirais, c'est qu'avec des nodes dans Houdini de type SOAP, c'est-à-dire surface opérator, et non DOP, donc Dynamic Operator. Dynamic Operator, on lancerait de la simulation. Avec le SOP Surface Operator, on travaille au niveau polygonal, on va dire, et tout ce qui est attrait donc, à la surface polygonale. Donc on va utiliser des nodes SOAP justement pour faire apparaître le mutant et puis on pourra éventuellement venir comparer par rapport à une apparition de type DOP dynamique comme je le fais dans un tuto du jeudi d'il y a à peu près un an et demi, où je fais apparaître, notamment c'est encore le mutant qui va se décomposer en particules. Et donc là, on a un travail de type DOP. Voilà. Donc ici en SOP, on va partir donc directement donc du coup du modèle polygonal déformé, le mutant mesh
déforme, avec le mode déforme, et on va créer donc deux branches qui vont se rejoindre avec ce node Voronoi fracture, qui, comme son nom l'indique, va permettre de fracturer le modèle polygonal. D'abord, on va définir avec la branche qui est à droite comment on veut le fracturer. Donc on va créer un volume ISO offset ici qui va entourer de manière plus ou moins précise la surface polygonale, comme on peut le voir ici. Donc on se met en mode fog volume. Alors on a plusieurs, ou ISO surface ou fog volume ici. On est en mode ray intersect qui va permettre donc de définir des zones volumétriques ici. Donc on a différents paramètres sur lesquels on pourra revenir. On va rester avec les paramètres de base ici. Et de ce ISO offset, on va passer donc avec le node scatter ici qui va permettre donc de venir transformer donc le volume en une pluie de points, on va dire, que l'on va définir. Voilà, donc ici le mode scatter. On a un ensemble de points ici qui vont définir le centre de la découpe polygonale que l'on va faire sur la surface polygonale donc du mutant ici, du personnage. Et donc on va principalement on va le faire generate by density parce que effectivement avec l'ISO offset on est en mode densité sur le volume et on va pouvoir donc avec le scatter avoir des points par rapport à la densité. On va donc définir ici un force total count, donc un nombre total. On peut mettre 200 ou 150, par exemple, si je mets 50 seulement, on va en avoir moins, comme on voit ici. Alors, donc on va définir le nombre de découpes en fait que l'on va avoir ensuite. Donc pour vérifier ça, enfin pour ajuster ça plutôt selon les découpes que l'on veut faire, on va venir charger donc un node Voronoi fracture. Donc chaque fois que je dis charger un node ou appeler un node, on fait tab bien sûr ici. Soit on connaît le nom du node, on le tape ici, soit on va le chercher dans le groupe qui correspond à ici. Donc par exemple si je veux le Voronoi, je taperai Voronoi et j'aurai donc le Voronoi. Il y a plusieurs splits, fracture point, et donc c'est Voronoi fracture ici. Donc Voronoi fracture va permettre donc d'appliquer une découpe polygonale. Donc la première connexion sur le Voronoi fracture, c'est le mesh non découpé, mais animé. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de venir après l'animation parce que la découpe va se faire après en temps, je dirais, réel avec l'animation. Et puis on va avoir donc l'information ici, notamment au niveau des points, qui vont donner le centre donc de la découpe polygonale. On va le connecter sur le deuxième ici. Et donc le résultat, en fait, c'est donc un objet polygonal, ici notre personnage mutant, qui est découpé. Alors on ne le voit pas pourquoi, parce qu'il est découpé effectivement de manière polygonale, mais c'est très proche. Donc on peut mettre en place éventuellement donc shading with wireframe, ici pour le smooth y shaded ici, pour voir éventuellement les découpes. On ne le voit pas trop bien, on peut passer en mode wireframe simplement, bon voilà. Donc je me remets en mode shade, mais par contre on a un outil de visualisation qui s'appelle Explode View, hein, donc un node qui va permettre, comme son nom l'indique, d'exploser la vue donc de la découpe, ce qui nous permet donc avec une valeur donc ici extérieur cut angle et intérieur cut angle pour voir donc les différentes parties ici qu'on garde assez proches avec des valeurs que je viens de définir 15 et 60 ici, mais en même temps qu'on voit bien donc la découpe ici de notre personnage mutant. Ok. Et donc on pourra éventuellement venir modifier donc dans le scatter ici, si on en veut moins, par exemple 50, voilà. Et donc on voit donc à ce moment-là, on pourra éventuellement modifier dans l'ISO offset ici la façon de créer donc l'ISO offset, l'output type ici, les valeurs de uniform sampling division, de telle manière d'obtenir une autre découpe que celle que l'on a actuellement donc à l'écran. Voilà, donc scatter, je le remets à 100 ici. Voilà.
Voronoi fracture. Donc une fois que le personnage est fracturé, maintenant il va falloir donc faire disparaître les formes polygonales, je dirais, pour les faire réapparaître. Donc en fait, un des bons moyens, c'est de jouer sur la taille avec un transform, c'est de jouer notamment sur la taille. Donc si je mets, ici je fais une branche, ici, pour voir ce que donne un node transform, ici, voilà. J'ai l'uniform scale et si je le descends, eh bien, c'est tout le personnage qui descend ici, globalement, par rapport à son point de pivot, même si les pièces sont séparées. Ok. Donc je mets l'explode view, le transform. Donc en fait, il va falloir lire euh, les pièces une par une pour pouvoir donc leur appliquer le transform. Et d'où donc la réalisation d'une boucle que l'on va pouvoir créer, qui est ici, hein, donc à ce niveau-là. Donc à partir du Voronoi fracture, hop, je vais décaler ça, ok, voilà. À partir du Voronoi fracture, on va venir donc tirer un fil et faire une nouvelle branche avec un for each ici. Et on va venir donc faire un for each, on va faire for each connected piece. Alors on a plusieurs possibilités du for each. Un qui est pas mal utilisé, c'est le for each point ou for each primitive, mais notamment le for each point, qui va permettre donc de parcourir les points un par un. Notamment, on aurait pu le faire au niveau du scatter pour apporter une variable, une information à ce niveau-là sur chaque point. Donc ici, comme on est en mode pièce maintenant, c'est déjà découpé à la sortie, on va faire un for each connected piece ici. Donc on a l'élément connectivity ici qui permet de rassembler donc les pièces ici en mode primitive, et on a donc la boucle ici qui est en place. Donc si je clique ici sur la visualisation à la fin de la boucle, il va me donner le nombre de pièces qui est de la découpe. Donc on a 247 ici, 248 précisément, avec la valeur 0, puisque le nombre de pièces commence à 0, s'il faut le savoir. L'énumération en général dans Houdini commence à 0 et il faut en prendre, je dirais, conscience, de telle manière que cette valeur 0 ne soit pas bloquante. Il faut la prendre en compte, et notamment dans le for each ici. OK. Et donc, je vais pouvoir venir mettre le node transform ici, que j'ai commencé à montrer, dans la boucle ici, ici à ce niveau-là, et voir donc ici le transform, donc on a une valeur de 1, je mets 0,2 par exemple, ici comme valeur, et en fait, eh bien, il ne se passe pas grand-chose de différent. Ici, j'ai tout mon mutant polygonal qui est descendu de 0,2. Toutes les pièces ont fait exactement la même chose. Donc, ce n'est pas tout à fait le résultat escompté ici, pour la simple raison, c'est que en fait, toutes les pièces sont bien indépendantes, mais leur point de pivot est le point de pivot de l'objet global polygonal. Et donc il va falloir retrouver le point de pivot de chaque pièce, et donc à ce moment-là, le scale sera appliqué au point de pivot de chaque pièce. Donc ça, c'est la petite astuce. On va venir donc sur pivot transform ici, au niveau du transform. Donc ce qu'il faut penser, c'est que chaque pièce est lue l'une après l'autre, et donc quand on arrive au niveau du transform, eh bien il va lire, donc si je modifie ici le pivot par exemple translate, eh bien il va lire donc le pivot ici de la pièce qui est dans la boucle, et il passera à la suivante et ainsi de suite. Et donc on va venir donc ici taper une formule de Vex, donc qu'il faut connaître. On va chercher le paramètre donc dollar, et le point de pivot c'est CE ici, et on le voit, il nous donne une liste, et c'est CEX ici à ce niveau-là. Ok, pour la valeur de x, puisque j'ai les trois axes, on fera exactement la même chose donc ici, donc dollar CE Y ici, et la même chose donc ici, dollar CE Z ici. Et donc on va avoir ici le point de pivot
de chaque pièce qui va être pris en compte pour venir donc voir les transformations qui sont citées au-dessus ici. Donc le transform, le rotate, le scale. Alors on a un pivot rotate éventuellement qu'on peut décaler aussi par rapport au pivot translate ici. Voilà, donc on peut regarder maintenant ce que ça donne et on voit que ça fonctionne. Donc si je descends donc la valeur donc de l'uniform scale, eh bien le personnage globalement, lui, ne bouge plus puisque le point de pivot de chaque pièce et le pivot central pardon, de l'ensemble du modèle polygonal n'est plus concerné par le scale, mais c'est chaque point de pivot de chaque pièce, donc au niveau du point du scatter en définitive, qu'on a défini en haut, sur lequel va être appliqué le scale, ce qui nous permet de venir donc voir l'apparition de la découpe et partir d'une valeur de 0, par exemple en uniform scale ici, où on aura donc le personnage qui aura complètement disparu. Donc on va faire bouton dans la souris ici, keyframe, set keyframe. Donc, alors je le fais à partir de la frame 1 ici en bas sur la ligne de temps, hein, j'ai oublié de le dire ici, et je fais keyframe, set keyframe 0 ici. Donc j'ai un trait vert qui apparaît qui me dit qu'il y a une clé d'animation sur un des éléments du node transform 2 sur lequel je suis, et c'est l'uniform scale. Donc ensuite, eh bien, on va se déplacer. Donc le personnage, lui, va jouer son animation et on va le faire apparaître donc au fur et à mesure quand il se redresse. Donc ça, je fais ça assez rapidement. On peut faire des apparitions brusques, moins brusques, en posant des clés d'animation. Et donc là, je vais mettre 1 comme valeur ici, et là, donc il apparaît quasiment debout. Donc là, j'ai un trait marron. J'ai ici donc la clé en bas à droite marron aussi, qui, comme l'uniform scale aussi, la valeur ici de 1, qui me demande de confirmer pour la passer en clé ici. Donc je fais add key et ça passe en vert donc ici, et je l'ai donc ici à ce niveau-là. Et donc du coup, si on regarde ce que l'on a fait ici, on a donc la découpe. Donc ça part de 0 et progressivement donc les pièces vont apparaître, un peu comme des petits cailloux on va dire, hein, au fur et à mesure, et qui va venir donc constituer au fur et à mesure, donc se rassembler pour constituer donc la surface polygonale donc du mutant ici. Voilà. Donc ça c'est pour mettre en place donc l'apparition et la disparition. Donc ce que l'on voit dans l'animation, ici c'est en même temps l'apparition et la disparition, mais en même temps on a un mouvement des pièces, on les voit, elles vibrent, elles bougent, ce que pour l'instant je n'ai pas donc dans la partie que je viens de faire, on les voit même vibrer jusqu'à la fin ici. Donc ça, on le fera dans un prochain tuto du jeudi. C'est en fait, c'est juste pour le montrer ici, on le retravaillera. C'est avec donc un attribut triangle, un node attribut triangle. C'est le node attribut triangle ici qui permet de rentrer de l'écriture VEX, donc l'écriture de la programmation du langage de Houdini, et qui va permettre donc avec différentes formules de random et autres de pouvoir faire bouger donc les points qui sont en train de grossir en scale. Donc on va laisser le transform au-dessus, hein. Ça on ne le touche pas, il évolue donc comme je l'ai montré keyframé. Mais par contre, avant de sortir de la boucle, on va faire bouger les pièces de manière aléatoire pour qu'elles vibrent avec du random, pour qu'on ait l'impression que le personnage se forme en vibrant et en grossissant au niveau des pièces. Donc on verra cette écriture VEX qui n'est pas très compliquée, mais qui permet donc de pouvoir réaliser donc cet effet-là. On peut le faire d'une autre façon, on le verra justement, les différentes méthodes pour mettre du bruit dans le déplacement donc d'éléments dans une boucle ici. Voilà, l'important donc c'est d'avoir mis en place une boucle for each begin, de comprendre bien cette mise en place de boucle avec le node donc transform ici et les points de pivot qui ont été donc ici recentrés sur chaque pièce pour obtenir donc le résultat ici de l'apparition progressive donc de notre mutant.